est un héros de l'aviation italienne pendant la Première Guerre mondiale. Connu pour son esprit chevaleresque, il a même secouru et soigné un pilote ennemi après avoir abattu son avion lors de l'un de ses célèbres combats aériens. Après la guerre, ce palmarès héroïque lui vaudra d'acquérir la fonction très prestigieuse de sénateur de Rome. Et vous étiez cadette, je crois, c'est ça? Oui, j'étais la cadette de 6 enfants, moi la 7e. Et nous avons eu une vie heureuse, je pense, très heureuse. Les valeurs étaient là et il fallait les respecter. Tout n'était pas dramatique, n'était jamais dramatique. Il y avait toujours une solution, donc très alla buona, comme on dit. Ah, c'est moi. Tellement mignon. La princesse Luisa Maria est la petite fille de la reine Paola. C'est la deuxième fille de la princesse Astrid et de son époux, le prince Lorenz. C'est mieux que... Ta maman, elle a l'air tellement émue. Avec le bébé, elle a l'air tellement émue. Oui, elle était douce. Oui. Jolie, romantique. Hein? Ouais. J'ai l'impression quand même que votre mère a beaucoup d'importance. Que ma mère, c'était une personnalité qui savait bien rire, elle avait des fous rires et elle savait bien, mais elle savait ce qu'elle voulait exactement, oui. Elle avait un enthousiasme aussi, qui m'a peut-être un peu transmis. Vous avez hérité d'autres traits de caractère de votre mère? Non, l'enthousiasme, ça me suffit parce que c'est fatigant. On voit la ressemblance un peu avec maman, quand même. C'est vrai? Ouais. Je n'étais pas très bien coiffée. Hein. C'est mignon, une petite boucle. Voilà le côté campagne. Ça, c'est mon frère qui s'occupait tout. Il a dit c'est un jeune petit bonhomme, il disait dans une lettre, mais tellement attaché, tellement dévoué à faire ce travail-là, travail de campagne. Mon père avait trouvé un trèfle qui pouvait pousser plusieurs fois, qui donnait de la nourriture 2-3 fois par l'année. C'est de là que j'aime les gens de la terre, parce qu'ils ont cette sagesse, cette force vitale, comme ça. Nous ne sommes pas une famille citadine. Nous avons toujours un pied dans la campagne, parce que je trouve aussi que les gens qui étaient chez nous, c'était des gens avec une sagesse incroyable. Et de là, j'ai pu comprendre beaucoup de choses de ma famille. Vraiment, j'ai pu réaliser que c'était une famille vivante et je rêve de ce sable. Il y a une plage encore vide, déserte, les montagnes derrière. Mais moi, cette eau me colle à la peau, si je peux dire, parce que c'était magnifique. Ça, c'est une photo que j'adore. Parce que je trouve qu'il y a une joie et je me rappelle que cette mer, ces bains de mer étaient rien de spécial, mais ils étaient fabuleux pour nous. On s'amusait beaucoup, beaucoup. On faisait la compétition qui devenait plus noir par le soleil. Ah oui. Je faisais la compétition avec mes nièces et moi je leur demandais de m'appeler tante. Ça c'est. Je sais pas. Parce que j'étais parce qu'il y avait un décalage oui. Toujours la dernière et moi, pour une fois, j'étais moi la première. Ouais. Nous avons eu une vie heureuse, je pense, très heureuse, jusqu'en 40. Jusqu'en 40, quand la guerre a éclaté, et ça correspond aussi avec des deuils, des deuils tragiques. Une petite sœur de 14 ans
qui est décédé d'une manière très rapide et brutale, comme ça. Et depuis lors, je crois que ma famille a aussi un peu changé, dans le sens que, voilà, on est devenu conscient que la douleur existe quand même. La mort de Giovanella est le premier drame d'une série de deuils qui vont marquer profondément et durablement la famille Ruffo à cette époque. 2 ans plus tard, Augusto, son frère, part seul avec son sac à dos pour s'engager comme volontaire de guerre aux côtés des Américains contre les fascistes, mais il ne reviendra jamais. Il venait de monter à bord d'un bateau lorsque de la plage, les Allemands ont visé ce bateau et ils l'ont fait couler et son corps n'a jamais été retrouvé. C'était un garçon plein d'amour et de tendresse. Fulco, qui se remet difficilement de la mort de ses 2 enfants, meurt d'un arrêt du cœur le 26 août 1946, à 62 ans. La petite princesse Paola n'a alors que 9 ans. Sa mère, Donna Luisa, se retrouve donc seule à 50 ans à devoir éduquer Paola et ses 4 frères et sœurs. Vous avez écrit « J'étais une petite fille très calme. J'ai ressenti le besoin de réparer la tristesse de ma mère ». Je trouve ça très joli. Ah oui, ben, ma mère était... Elle a dû subir beaucoup de douleurs, ça c'est vrai. Et là, j'ai senti que j'avais un petit rôle, c'est-à-dire un rôle de la consoler, oui. Il paraît qu'il y a parfois, quand il y a des douleurs comme ça, il y a un des enfants qui se sent devoir de... Ben, le mériter, c'était vraiment une chic femme. Vous connaissez sa vie. Est-ce qu'il y a des choses que vous admirez chez votre grand-mère? Je pense que tu n'as pas toujours eu une enfance très facile. Et Non, c'est pas une enfance facile ou difficile. Non, ça c'était une famille très unie, mais il y a eu la guerre entre ouais. et beaucoup de deuil, ça c'est vrai. Et l'autre chose aussi, je pense que tu sois mariée avec une personne aussi publique et avoir un rôle public, ça devait pas être toujours très facile. Et au final, tu as toujours soutenu grand-papa. Oui. Et tu es quand même restée une personne très familiale avec nous et très humaine. Et c'est important et j'admire quand même au final. C'est vrai que personnage public, j'ai eu difficile. Surtout dans un pays qui n'est pas le tien, au final. Avec des langues qui ne sont pas toujours maternelles. Oui, mais enfin, maintenant, après tant d'années, on est un peu belge aussi, quand même. Évidemment, mais au début, tu n'étais pas complètement... Même si ta grand-mère était belge. Oui. Au final, Ma grand-mère était belge. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On va ou pas? Oui, mais je ne sais pas où tu veux. Ben, on sort. On sort et on va un peu sur le bois de... Ah, vers les chariots. Les chariots. Ah oui, ça, c'est bien plat. Ça va? Ici, C'est plat. c'est pas évident. Pour la reine Paola, qui est issue d'une famille nombreuse, rien n'est plus important que d'être entourée des siens. Tu sais où c'est, chariot? Pour accueillir ses amis et ses enfants, la reine a acquis cette maison de campagne qu'elle a voulu ouverte et chaleureuse. Aujourd'hui, c'est sa belle-fille, la princesse Claire, et sa petite-fille, la princesse Louise, qui sont présentes pour une balade en famille. Non. Tiens-toi droit. Tiens-toi droit. Toi aussi. Droit. Non, encore 2 millimètres. 2 millimètres. Ce sera vite fait. 2 millimètres. Bien, on y va.
Le presbytère est un lieu choisi par la reine parce qu'il est chaleureux, simple et authentique, loin de l'atmosphère grandiose, mais un peu grandiloquente des palais royaux. Cette maison était faite avec de la chaux, même de la paille, et derrière il y a de la terre. Et vous savez qu'on n'a jamais eu une maladie ici, même pas un rhume. Et c'est très peu chauffé. Donc tout est naturel. Cette maison, ça nous donne beaucoup de joie. Albert et Paola semblent former un vrai couple amoureux. Et nous mesurons, au fur et à mesure de nos rencontres, combien ils sont affectueux l'un envers l'autre. C'est d'autant plus remarquable que la vie n'a pourtant pas épargné la solidité de leur couple. Elles sont confortables, ces chaussures? Non, elles sont... C'est pas les chaussures de la reine d'Angleterre. Mon Dieu, si. Quoi? C'est le même que la reine d'Angleterre. C'est pas vrai, ça. C'est très chic. À quoi est-ce que vous rêviez étant petite? Vous rêviez d'être princesse? Non, mais ça dépend à quel âge. Évidemment, j'ai rêvé de trouver un compagnon pour ma vie. Alors, comment s'est passée votre rencontre, si vous le permettez? Ah ben, raconte-toi alors. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'un dîner que l'ambassadeur de Belgique au Quirinal avait organisé pour rencontrer un peu la jeunesse de Rome. Et tout à coup, j'ai vu cette ravissante jeune fille venir nous rejoindre. On était en train d'admirer un primitif flamand magnifique de Thierry Boots. Et je l'ai trouvée tout de suite, évidemment, très attrayante. Et alors, j'ai demandé à pouvoir la revoir à différentes occasions. On a fait des petites excursions. On est allé voir Nympha, on est allé voir les plages de Rome, on est allé voir Ostia, etc., Ostia Antique. Et puis, à un moment donné, j'ai quand même voulu être un peu plus seul avec elle aussi. Et j'avais loué une petite voiture. Comme ça, je pouvais la tirer dans la voiture et faire des petits voyages ensemble, des petits tours. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, maintenant, c'est peut-être un peu vite, mais il faut que je me décide et qu'elle sache en tout cas que c'est plus simplement que de l'amitié ou de l'intérêt, mais que c'était vraiment de l'amour et que je voulais passer toute ma vie et mes jours avec elle grâce au lien du mariage. Alors, je lui avais mis au volant de la voiture de peur qu'elle me donne une claque dans la figure. Et comme ça, elle est restée très, très calme au volant, si je puis dire, apparemment en tout cas. Et puis, Si, c'est calme. Et puis alors, elle m'a fait vite comprendre qu'elle n'était pas si pressée que moi. Elle trouvait qu'il fallait se connaître mieux. Il fallait... voilà, il fallait se connaître. Enfin bref, apparemment j'ai gagné parce qu'on s'est quand même marié assez vite. On est resté assez peu de temps fiancés. Premier couple d'Europe à vivre une idylle princière après la guerre, Albert et Paola sont naturellement sous le feu des projecteurs. Harcelé par la presse internationale, le couple, qui n'a déjà que très peu de moments pour se voir seul à seul, doit subir quotidiennement l'assaut des paparazzi. Est-ce qu'au fond, vous avez eu le temps de vous courtiser l'un l'autre, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas donné à... Un tout petit peu. Nous avons été invités à Broglio. Tout de suite été absorbé par... Oui, mais là aussi, il y avait un de se lever tôt, aller... Oui, peut-être. À Broglio, c'était joli. On est quand même resté quelque temps. Et tu m'as fait connaître un peu Sienne. Oui. Une ville superbe. Sienne. Porto, ville... Et enfin, j'ai gardé un très beau souvenir de cette époque au fond.
l'Italie est un pays qui se Mais on n'a prête pas bien. eu le temps. On n'a pas dit la vérité. On n'a pas eu le temps d'être un peu seuls ensemble. On n'a pas eu tellement de temps. Non? Mais peur. Là, quand même, Peu on a importe. fait quelques balades seuls. Mais bon, c'est évident que par rapport aux jeunes de maintenant, ça n'est pas comparable. Le 11 avril 1959, Paola est accueillie chaleureusement sur le sol belge par le prince Albert. Une armée de caméras fixe pour l'éternité chaque pas du jeune couple, désormais fiancé, et la presse est dithyrambique. Ben, j'ai vu. Il y avait une foule, quelque chose Mais non. d'incroyable. Et on n'arrivait plus à avancer avec la voiture. Et pour finir, il y a un brave garçon qui n'a rien trouvé de mieux que de... J'avais une très jolie voiture et il est monté sur le capot de ma voiture pour m'indiquer à gauche, à droite, etc. C'était Oui, bien c'était gentil, un mais peu, moi, j'étais un peu malheureux de voir mon capot bosselé. À peine posé son pied sur le sol belge, l'image de Paola ne lui appartient déjà plus. Les journaux s'extasient sur ce soleil italien, venu éclairer la cour d'une Belgique que l'on dit si triste. Moi, je pense que lui aussi était en sorte d'adolescence. Moi, je dis mot adolescence, ça veut dire pour moi un état d'être, un état d'âme, un état Et on était tous les deux jeunes et on entrait dans le monde sans connaître grand-chose. Le premier contact de Paola avec le peuple belge tourne au délire. Partout, c'est une pluie de fleurs, de cadeaux et de confettis. Le roi Baudouin, le frère d'Albert, est si enthousiaste qu'il déclare quel est le plus beau cadeau que nous ait fait l'Italie. C'est un moment d'émotion, de grande émotion, oui. Parce que les gens étaient sur les toits. Et moi, je crois que, voilà, ils attendaient, probablement, ils attendaient. Je l'ai fait. J'espère que je l'ai bien fait. Avant, je n'étais pas connue du tout. J'étais comme... Quel effet ça vous ferait si tout à coup vous venez dans une voiture et puis il y a tous les gens qui vous saluent, qui vous lancent des fleurs. C'est vrai, ça fait un plaisir énorme. Ça, c'est la garden party que la famille donnait en l'honneur de nos fiançailles. Et moi, j'avais une très jolie robe là, de mousseline. Et je disais à mon époux, je disais, tu veux me présenter? Et je le mettais en croix parce qu'il ne connaissait pas tous ces gens. Enfin, il en connaissait, mais pas tous. Alors, tu veux me présenter? Alors, je ne l'ai plus dit depuis cette fois-là. Et vous étiez très contente de venir? Mais si, mais tout ça était tellement nouveau. Mais j'étais contente. J'étais surtout contente du personnage, de la personne, de mon époux. Vous étiez vraiment amoureuse? Ça, on n'est pas amoureux, je ne sais pas. Si, j'étais amoureuse, mais tout était à venir. On était dans le début d'une histoire. Il était un beau garçon quand même, tellement gentil. Quand je suis venue pour nos fiançailles, moi j'étais mademoiselle Ruffo, personne ne pensait à moi. J'ai dormi en bas, au rez-de-chaussée, et une femme de chambre est venue, ou je ne sais pas, m'apporter quelque chose. Bonjour, Altesse. Mon Dieu, oui, qui suis-je? J'étais un peu comme ça. Est-ce qu'au fond, vous aviez préparé votre arrivée en Belgique? Est-ce que vous lui avez peut-être communiqué certaines choses en disant... Rien du tout, tout allait très vite. Vous savez, quand je lui ai demandé sa main, elle m'a dit, écoute, laisse-moi réfléchir un peu parce que
Je te dirais, je veux bien éventuellement accepter de t'épouser, mais jamais devenir reine. Et je dis pourquoi. Et pourquoi? Je n'y pensais pas. On va vous le raconter après. Parce qu'il y a... Pourquoi? Il y a un peu de tête coupée dans ma famille. Ah oui? Au temps de la Révolution française. Et je ne veux pas qu'on me coupe la tête comme à l'épouse du pauvre Louis XVI. Vous l'avez dit que la guillotine avait été abolie quand même chez nous. Oui, c'est vrai. Oui, mais je l'ai dit que... Oui, mais je dis en boutade, mais il n'y avait pas beaucoup de chance qu'elle devienne reine de Belge. Demeure une grande question au fur et à mesure de nos rencontres. Comment ce couple, qui s'est connu alors qu'ils n'avaient que 20 ans chacun, après quelques rares moments à deux, montre aujourd'hui une étonnante complicité, étant encore peut-être plus proches qu'ils ne l'ont jamais été, 60 ans après avoir scellé leur union. Monseigneur, votre Altesse royale, déclare-t-elle prendre pour épouse Donna Paola Margherita Maria Antonia Concilia, des princes Ruffo di Calabria? Oui. Le jeudi 2 juillet 1959, à 8h30 du matin, Albert et Paola pénètrent dans la plus grande et la plus prestigieuse salle du Palais Royal. À 10h, Paola en ressort Altesse royale, princesse de Liège et princesse de Belgique. Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. La messe de mariage, retransmise dans le monde entier, est superbe, grandiose, digne des mariages royaux anglais à la même époque. On suit d'un an l'exposition universelle de 1958, et la Belgique est à l'apogée de son histoire et de son image aussi. Une image glamour, jeune et rayonnante. Des dizaines de milliers de personnes accourent tout au long du parcours du cortège. La cérémonie, qui est retransmise en direct, est l'un des tout grands moments de télévision. Les Belges en ont profité pour acheter leur premier téléviseur, et le mariage fera un record d'audience, y compris en Italie, où des écrans ont été installés sur les places publiques. Quand vous rencontrez le prince Albert, qu'est-ce qui vous séduit chez lui? Quelque chose qui vous a dit... Vous voulez tout savoir, hein? Oui, c'est vrai. Albert et Paola embarquent dans le plus grand secret en DC-3 militaire pour leur voyage de noces dans les Baléares, l'île des Fleurs. Albert, passionné de photographie, immortalise alors leur voyage, leur maison et même son bateau qu'il vient justement de baptiser Paola. Et puis surtout, il photographie son épouse qui est déjà aussi belle, rayonnante et photogénique qu'une star hollywoodienne. Tout est là pour composer le couple le plus glamour du Gotha européen. Dès son retour, Paola est placée sous le feu de l'actualité et les caméras de la RTBF obtiennent de pouvoir réaliser un premier reportage exclusif sur les jeunes princes de Liège qui suscitent tellement d'espérance. Il marito di Paola. Le mari de Paola. Voilà comment les Romains appellent le prince Albert. Et ce n'est pas sans rappeler cette phrase du président Kennedy qui, se promenant dans les rues de Paris, disait « Je suis le mari de Jacqueline Kennedy ». Vous avez déjà deviné quels sont les sentiments très profonds et très beaux qui unissent Albert et Paola. Le prince a la certitude, il vient de nous le dire, d'avoir été prodigieusement aidé et soutenu par sa femme. La princesse Paola, nous allons essayer maintenant de mieux la connaître. Cette image de conte de fées est belle, bien sûr, mais combien de temps peut-elle encore tenir face à la réalité? Celle d'un couple emporté dans la tourmente de sa fonction et qui a tout simplement besoin de temps et de moments de vérité pour se connaître.
Le plus cruel peut-être est que Paola, si jeune soit-elle, s'en rend compte. Et l'on ne peut s'empêcher d'éprouver aujourd'hui une certaine gêne à écouter ce témoignage charmant, certes, mais qui en vérité sont autant d'appels au secours. À un moment, madame, vous avez été, disons, propulsée dans la vie publique, vous êtes devenue une vedette, on vous a vu sur toutes les premières pages des magazines, des photos en couleur. Mais je ne suis pas une vedette, ça je tiens à le dire, que je ne suis pas une vedette, et je suis une femme comme tous les autres. Est-ce que cela a posé des problèmes à un moment donné pour vous? Oui, ça a été très dur, les premières années, c'était très dur d'être dans un pays tout à fait que je ne connaissais pas, des gens, une nouvelle vie, absolument, et surtout d'être le centre de regard, le centre de jugement, me juger, me critiquer, ça c'est un peu gênant pour qui n'est pas habitué. Vous pensez qu'en général on vous connaît mal? Je crois qu'on me voit sous un aspect différent de ce que je suis. Est-ce que quand vous arrivez en Belgique et que vous constatez qu'il y a tellement d'espoir sur vous, ce rayon de soleil italien dans une cour que l'on a peut-être jugée un peu triste, peut-être que c'est trop à un moment donné. On met peut-être trop de pression sur vous, trop d'attentes. Oui, trop d'attentes. Et on sait comment ça va. Une fois que ça va très fort dans un sens, ça bascule très vite et très fort dans l'autre sens. Il y a peut-être là eu une espèce d'excès. Oui, et puis très vite, il y a eu aussi une presse très mauvaise. Hein. Très vite, la cage dorée du protocole pèse sur les jeunes épaules de Paola. Aucune liberté ne lui est pardonnée, aucune spontanéité, aucune transgression ne lui sont permises. Le vent tourne peu à peu, et Paola, qui est timide, commence à décevoir, surtout quand les questions des journalistes sont piégeuses et l'enfoncent encore un peu plus dans un rôle dont elle ne parvient plus à se défaire. Comment avez-vous trouvé l'accueil mexicain? Mais les Mexicains sont très chaleureux et sont très gentils, surtout pour les femmes. Ils font des merveilleux piropos, des compliments. Est-ce que ça n'a pas été trop long pour vous, ce voyage? Mais ça a été très intéressant, mais un peu long, oui. Et vous aimeriez arranger une pièce à la mexicaine dans votre château? Ah oui, beaucoup. Ça ajouterait un peu de soleil à la Belgique. La presse se rend compte combien transformer Paola la rayonnante en Paola la sulfureuse est susceptible d'être encore plus vendeur, et surtout quand les principaux protagonistes ne peuvent se défendre. Mais cet enfant terrible. Et pourquoi? Alors, je voyais à l'intérieur parce que vous étiez en bikini, des choses comme ça. Oui. D'abord, je ne sais pas où ils l'ont pris. Je ne me suis jamais mis en bikini ici en Belgique. Écoutez, ça c'est vraiment privé. Si on a envie de se mettre une plume sur la tête, on la met, mais je ne vois pas. Vous voyez, elle est plus souvent dans les nightclubs qu'à la cour. Mon Dieu, ça me choquait là. Même à 20 ans, ça me choquait cette chose. Je dois le comprendre, que moi je ne pouvais pas rester comme ça à la maison. Vous étiez adolescente, et là, vous avez un petit peu connu la liberté ou pas du tout? Non, pas du tout. Justement, il voulait se marier très vite. J'ai dit, mais il faudrait peut-être un peu se connaître. Mais non, ça va, il faut se... Et il avait raison, une fois qu'on a... C'est très beau, ça, Mais je me suis... Moi, je pensais, j'avais une autre conception mais une conception peut-être fausse d'avoir une certaine liberté. Moi, je voulais être dans mon cercle. Je ne sais pas si c'est cercle intérieur à moi, si c'est pas à nous deux. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Vanaf het moment dat de tuin werd ingericht. Ja. En nu? Ja. Plusieurs fois, vous m'avez parlé de votre timidité. Est-ce que cette timidité vous a handicapé? Oui,
surtout à parler aux gens, dans l'expression de... Et aussi le bilinguisme qu'il y avait ici, le fait qu'il y avait le flamand à apprendre. Ça a été pour moi une souffrance, mais après j'ai fait des efforts incroyables que personne ne sait. On a autour de nous beaucoup de personnes avec qui je parle encore flamand tout le temps. Donc ça va. Ontwikkelt stap bij stap. We hebben een idee achter de andere. Het is, even kijken. Hier is de roze van mijn naam dragen, ja. Ja? Ja. Maar Lita, niet... Ah. En ze ruiken? Probeer, Tikkie. En dat is een kleine roos. Enfin, kleine. Ik hoop groot genoeg om daar te klimmen. Ja. Au fond, de quoi rêviez-vous à 20 ans? À 20 ans, j'avais envie de prendre peut-être une valisette et d'aller voir ce que mes petits-enfants font maintenant. Ils partent en Australie, ils restent là l'été, ils reviennent. Enfin, de connaître aussi un peu la mentalité, connaître oui. Connaître le monde. Connaître le monde, connaître les... « 17 mois après leur rencontre, à 23 ans, Paola donnera naissance à ses 3 enfants, en 3 ans seulement. Le 15 avril 1960, Paola donne naissance au prince Philippe. Le 5 juin 1962, naît la princesse Astrid. Et enfin, le 19 octobre 1963, naît le prince Laurent. Tous 3 naissent au château du Belvédère, où une salle d'accouchement a été spécialement aménagée. L'avenir de la monarchie est dorénavant au Belvédère. Enfin, pas tout à fait, ou plutôt pas encore. En 1960, la Belgique découvre son sourire. Elle s'appelle Donna Fabiola de Mora di Aragon. Elle a 32 ans, elle est espagnole et elle arrive tout droit de Madrid pour retrouver son roi. Baudouin règne alors depuis près de 10 ans célibataire sur la Belgique et celui que l'on prénommait le roi triste retrouve enfin le sourire. Le 15 décembre 1960, le roi Baudouin et Donna Fabiola se marient. Et je te prends pour ma légitime épouse devant Dieu et sa sainte Église. En un rien de temps, Fabiola devient extraordinairement populaire. Mon frère s'est marié 1 an après nous. Et alors la vie a fort changé parce qu'on nous a dit maintenant, vous n'êtes plus au premier plan, il faut vous retirer. Il faut se mettre de côté. Pour ma femme, ça ne posait aucun problème, pour moi non plus. Mais elle ne savait plus très bien comment se situer. J'avais pas des choses, des véritables buts en dehors des enfants qui étaient déjà nés. La jeune princesse qui a été tellement mise en avant lors de son arrivée en Belgique est désormais, volontairement, reléguée au second plan. On ne la voit plus qu'à de rares apparitions officielles. Paola fait désormais partie du décor. C'est ça qu'il y a un moment donné, j'ai dû un peu repenser ma vie. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Là, j'étais invitée un peu à des choses comme ça, et à des dîners officiels, mais sans suite pour moi. Alors, je voulais faire infirmière. Je voulais aider les gens et devenir infirmière. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que vous avez finalement refusé d'être infirmière? Parce que c'est quelque chose qui vous aurait peut-être plu. Je ne pouvais pas trop m'éloigner. J'avais des enfants petits. Moi aussi, je sentais que la chose primordiale, c'était
reconstruire une chose qui probablement n'a jamais été construite. Est-ce que vous aviez des priorités dans leur éducation, des choses auxquelles vous teniez très fort? Moi, la priorité, c'est qu'ils se sentent un peu la même chose que les autres, c'est-à-dire qu'on se tutoie, que ce soit comme copain-copain. Et je n'ai pas réussi tout à fait. Et je crois que voilà, chacun des enfants agit différemment. Qu'est-ce qu'il fait ton papa comme travail? Est-ce que tu le sais? Oui, ben il lit des journaux, il va en voyage, il dit bonjour à des gens, il parle avec des gens, il fait beaucoup de choses. Des choses comme ça? Oui. Finalement, même inconsciemment, on répète ce qu'on a connu, au fond. Et comme j'ai été assez sévèrement éduqué par un père assez autoritaire, au début, j'étais assez autoritaire avec mon fils. Et puis, un médecin est venu me parler, il m'a dit, vous savez, votre fils, ça va pas du tout, hein. Il va devenir malade si vous continuez comme ça. Alors, ça m'a un peu découragé et je me suis dit, bon, ben alors qui... J'ai eu là une très mauvaise réaction parce que j'aurais dû m'accrocher et le faire d'une autre manière, m'intéresser. Mais je me suis un peu désintéressé de lui à ce moment-là. Mais il faut une éducation aussi à devenir parent. Tout est... Nous avons été juste à la charnière. Hein, charnière. Des enfants avec des nurses et des demoiselles, etc. Oui. Actuellement, ils n'ont... Alors il fallait être plus... Ils font tout avec leurs enfants. Adulte ou plus conscient qu'est-ce qu'une mère et un père doivent vraiment... Mais puis en plus, nous deux, il y avait presque, il y avait toute chance de se séparer si on n'a pas... Si on s'était pas ressaisi du moins moi. Tout à fait. C'est dommage qu'on ne peut pas répéter les choses, répéter les années, parce que là, je comprends combien c'est important de donner de l'affection. Mais pourquoi est-ce que vous culpabilisiez? Parce que je ne savais pas, parce que je cherchais ma voie aussi. Hein. On n'est pas parents comme ça, du jour au lendemain, c'est pas possible. Dix ans après leur installation, le couple est au bord de la rupture. Le belvédère est de plus en plus délaissé. Albert et Paola ne peuvent plus sauver les apparences. La presse révèle des relations extra-conjugales et les enfants sont ballottés de famille en famille. Non, mais il y a eu notamment aussi ces photos, on vous voit sur la plage avec un journaliste de Paris, etc. Oui. Moi, j'ai pas du tout de culpabilité de ça. C'est la photo des moments où vraiment ça n'allait pas. Non, là, c'est un peu un amour égoïste. Mais si on a un peu l'expérience, on le fait plus. Moi, j'ai reçu tellement dans cette réconciliation. Pour moi, j'ai reçu tellement que voilà. Peut-être qu'une prochaine fois, dans une autre vie, je ne ferai plus. Mais en fait, je ne regrette rien non plus.
Je regrette rien. Moi, j'étais pas heureuse. Hein. Pendant 10 ans, j'étais absolument pas heureuse du tout. Et je sentais que j'avais du désordre. Je ne savais pas où aller. Il y avait ce danger du divorce. À ce moment-là, on ne divorçait pas comme maintenant. J'ai pris une distance de tout pendant 10 ans. De 70 à 80, plus ou moins. J'étais beaucoup seule ces 10 ans. J'étais très, très, très malheureuse et très triste. Je ne comprenais pas ça. Alors, je suis allée dans cette chapelle. Et j'ai dit, mais écoute, là, moi, je ne me sens pas bien. Et s'il y a un Dieu, il faut qu'il m'aide. Il faut qu'il m'aide. Je le demande, je le supplie. Et s'il n'y en a pas, OK. Et après quoi, il y a eu toute une cascade de choses qui ont fait que. Et finalement, j'ai vu qu'il avait... Moi, il m'a dit, j'étais toujours aimée. Ça me fait plaisir. Moi, j'étais vraiment au bord de la séparation et évidemment, il y avait des choses que je n'avais pas envisagées. Et quand on m'a dit, vous savez, il faut bien vous dire que si vous vous séparez, ici, dans ce cas-ci, c'est vous qui aurez les enfants, pas votre femme. Et ça, je n'ai pas accepté. Ça, c'est pas juste. Les enfants doivent avoir leur mère. Ça a été une première réaction et puis le reste a suivi. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, qu'à un moment donné, vos chemins se sont séparés? Est-ce que je peux le mettre sous le sens qu'on avait une adolescence inachevée? Parce que c'est ça. Parce que ça, vraiment, je ne le referai plus. Mais en même temps, toi, tu tenais à moi et moi, je tenais à toi aussi. Oui. Donc, voilà. On ne l'aurait jamais fait, ce pas, je crois. Mais peut-être que ça t'a aidé, le fait que les enfants... Oui, on était arrivé à une situation assez biscornue, c'est qu'on s'était mis, nous deux, contre nos avocats. Puis ils ont compris, ils ont dit « Ok, d'accord ». Non, en fait, moi, je me dis que si on fait un petit effort dans le mariage, c'est quand même... Il faut parfois plus qu'un petit effort. Un grand effort. Ça vaut la peine, ça vaut la peine, se donner le temps. Parce qu'alors, il y a tout d'autres choses. Il n'y a plus la hâte, il n'y a plus le sexe, il y a la tendresse. Et ça, vieillir comme ça, c'est bien. Oui. Non? Ah, c'est le trésor, ça, je trouve. Fin des années 80, le couple se réconcilie et il veut que cela se sache. Un film un peu lénifiant est organisé. On nous montre la famille royale au belvédère, s'épanouissant gaiement, chacun vaquant à sa tâche, à la lumière du printemps retrouvé. L'ambiance familiale semble enfin apaisée. Et nous nous réjouissons de voir que nos enfants, même s'ils ont peut-être des problèmes, mais en tout cas, ils réussissent magnifiquement. Ils ont tous bien élevé leurs enfants. Ils sont tous des enfants qui s'entendent entre cousins. Ah oui, moi et qui s'entendent avec leurs Ma politique à moi, c'est d'essayer de les inviter. Mais c'est pas facile, C'est pas facile de les avoir ensemble, mais ils sont heureux comme tout quand ils sont ensemble. 3, 2, 1, top. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci vraiment, gentil. Durant notre tournage, le roi Albert et la reine Paola nous ont conviés à un moment familial un peu particulier. Belle. Toi qui vas belle. Le prince Joachim, le fils de la princesse Astrid et du prince Lorenz, a reçu ce jour-là son diplôme de la Harvard Business School.
Moment intime qui permet au roi et à la reine de célébrer, à travers la réussite de leur petit-fils, ce que eux-mêmes auraient rêvé de faire. Moi, je t'envie des résultats pareils. Hein. Moi, j'étais à l'université de Laken. Ah, chin-chin pour ton À nous deux, non, qu'on se dit, quand même, comme je disais, c'est un achèvement. Mais ça fait longtemps hein, qu'on t'a plus vu. Oui, tout à fait. Mais on t'a suivi. On t'a suivi là où ça tu fait allais. très longtemps. Hein. Oui. Tu m'écoutes, on t'a suivi. Oui. Ce moment familial était pour nous l'occasion de pouvoir interroger la princesse Astrid sur la période difficile qu'elle a pu vivre avec ses parents à un certain moment et sur les relations qu'elle entretient désormais avec eux. Je crois que c'est un secret pour personne, mais que nous avons eu difficile dans notre enfance, mais je dois dire, j'ai eu toujours un grand amour pour mes parents, énorme malgré les difficultés, et j'admire beaucoup maman, parce que je dois dire, dans tous les moments difficiles, elle a été extraordinaire. Grande dame, jamais dire du mal sur quelqu'un comme ça. Donc, c'est quelque chose que moi, je dois apprendre, ça. Vraiment, c'est... Et voilà, j'ai beaucoup d'admiration. Et je voulais dire que... Non, il me vient un peu d'émotion, mais... que je l'aime énormément. Et que je suis très attachée à elle. Et voilà, c'est un peu... voilà, c'est un petit peu... Non, c'est la vérité. Et les souvenirs d'enfance, parce que moi j'ai retrouvé en faisant ce film des superbes images de regards que vous portez sur votre fille. Oui, il y a des moments très forts, oui, ensemble. Oui. Mais il faut dire qu'elle était très chaleureuse, très gaie, très souriante, très solaire, un peu. Et vous les restez ? Ça, c'est les autres qui doivent dire. Et vous, madame, peut-être souhaitez-vous dire quelque chose à votre fille ? Que je dois dire quelque chose à ma fille ? Non, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Lors de notre tournage, le roi et la reine accueillaient toute la famille du prince Laurent. La princesse Claire, son épouse et leurs 3 enfants, la princesse Louise et les princes Nicolas et Émeric. Claire, regarde, les arbres sont magnifiques ici. Hein. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Mais quelle pointure tu as? 40, mais je te donne des baskets. Comment est la reine en privé, en famille? Parce qu'on ne la connaît pas bien, alors comment est-ce que vous la caractériseriez? Mais est-ce que vous voulez que... Non. On aimerait bien voir vos réactions. Mais c'est quand même, je trouve, quelque part, c'est quand même une maman italienne, non? Vous êtes quand même très, très famille. Vous êtes toujours à organiser, vouloir tout le monde ensemble, avoir rapproché la famille. C'est quelqu'un de très important et souvent autour d'un repas. Hein. Oui, mais vous ne perdez jamais espoir. Oui. Et vous continuez. Voilà. Et toujours autour d'un repas. Et ça donne vraiment... C'est une image, mais une vraie image de grand-mère, je trouve. Elle a su procurer ça aux enfants.
Et je trouve que mes enfants ont un lien C'est très vrai que proche. le temps passe tellement vite que si on ne capte pas chaque moment, on le perd. Oui. On le perd. Il y a quelque chose, peut-être, Princesse Claire, qui vous a touché un peu chez la reine, un geste ou quelque chose à un moment donné, quelque chose qui vous a un peu ému? Oh, mais c'est son côté vrai. Moi, je crois que... Est-ce que vous voulez une tarte? Est-ce qu'on peut Parfois, vous offrir une tarte? Vous voulez quelque chose de négatif, qui est parfois difficile aussi, parce que elle vous dit des choses, et elle dit des choses vraies, et donc parfois ça peut être un peu vexant. Elle n'est pas toujours diplomate. Elle n'est pas diplomate. Et pour ça, elle ressemble un peu à mon mari aussi. Si je puis. Elle n'est pas diplomate, et donc parfois vous avez l'impression d'avoir une petite claque sans le vouloir, mais voilà. Voilà, j'ai dit quelque chose de négatif. C'est joli quand même ici. Hein? C'est super. Oh là là. Regarde, regarde. Il a... Oh. Là, tu te fais... Ça va? Allez, viens. Ils ont directement découvert que vous étiez la patronne. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement ici à Grasse? Qu'est-ce que j'aime? Ben, le côté authentique. Non, moi, j'aime bien ça. On pense à autre chose. Je suis très content d'être ici. Très content d'être ici. Oui, ça c'est vrai. En 1993, ce qui aurait pu être une retraite paisible et familiale parmi les lavandes et les oliviers va soudainement prendre fin. À 1h du matin, le 31 juillet, le roi Baudouin décède brusquement d'un arrêt cardiaque dans sa résidence de vacances en Espagne. La vie d'Albert et Paola bascule instantanément. On était tranquilles, à nous deux, et ils nous téléphonent et ils nous disent que le roi Baudouin n'était pas bien. Il a reçu une attaque. Et en fait, il était déjà mort. Et ça, vraiment, ça nous a, comme je disais, c'était comme une foudre qui était tombée du ciel. C'était très important. Parce que c'est pas succéder à n'importe qui. C'était, enfin, pas succéder, c'était quand même une personnalité. J'ai vu comment les gens étaient devant lui. C'était comme, je dirais pas, quelqu'un de très impressionnant. Le roi Baudouin et toi, vous étiez ensemble, on se faire un peu des petits scherzi, comment est-ce qu'on dit, des petites blagues, mais avec tellement d'affection réciproque, très. Toi, tu étais en admiration et lui, il t'aimait beaucoup, beaucoup. Et ça, moi, ça me faisait du bien. Cet amour entre eux. Passé l'onde de choc, à l'âge où la plupart des gens songent à leur retraite, le roi Albert, à 59 ans, devient le 6e roi des Belges. Une nouvelle vie commence pour le couple royal. Une vie pleine de représentations, de missions et d'obligations en tout genre. Mais de l'avis de tous, le roi consolide la fonction,
un roi souriant et proche de son peuple. Avant, je devais demander à la donation pour un clou à mettre des choses. Maintenant, je dis, vous savez, je crois que j'aimerais bien alors changer un peu les rideaux. Ah, mais oui, tout de suite, demain. Mais c'est ça qui me fait douter de beaucoup de choses. Mais il faut rester soi-même. Je me suis un peu donné de l'importance pendant quelques mois. Et puis je suis vite tombée parce que mon époux, lui, il est fantastique parce qu'il m'a dit, tu sais, il faut rire de soi-même, il faut... Voilà. Vous n'avez jamais eu le regret d'être public ou d'être trop public? Mais non, parce qu'il est né comme ça. Enfin, je réponds à ta place. Tu es né personnage public, non? Oui, mais tu as je dois dire, j'aurais bien aimé... il y avait plusieurs choses que j'aurais bien aimé faire. L'architecture était quelque chose qui m'intéressait. J'aurais bien aimé être architecte. Ou alors dans le secteur automobile aussi. Mais voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça me fait des frissons dans le dos. C'est impressionnant, tellement impressionnant parce qu'on ne l'a jamais vu. Alors ça doit être bien de la voir. Une chose très concrète qu'une reine des Belges peut faire durant son règne, c'est d'agir durablement dans le domaine social. En 1992, la princesse Paola prend l'initiative de créer une fondation dont le but est de faciliter l'intégration et la formation de jeunes socialement vulnérables. Ce sera la fondation Reine Paola, fondation qu'elle a créée avec le comte Bernard de Thro qui la préside dorénavant. Alors pourquoi avoir créé votre propre fondation, madame? C'était suite à un voyage à Rome que j'ai voulu rencontrer et c'était la première fois que j'avais un contact direct avec des drogués, des garçons drogués et des filles aussi. Et leur regard m'a suivi pendant longtemps, ce regard franc, fort et très pur en fait. La Fondation Reine Paola est près de 500 organismes en Belgique. La préoccupation de la reine était de dire comment est-ce qu'on peut aider les enseignants. Alors, l'idée, c'est de dire les gens de terrain, ils sont souvent vraiment bons. Et donc, pourquoi ne pas aller dire aux gens de terrain, si vous avez une idée qui, à votre avis, risque d'améliorer l'intégration de vos élèves et de leur famille, venez nous voir. Si cette idée est sélectionnée, nous, la Fondation Reine Paola, on va financer la concrétisation de l'idée pendant 5 ans. Alors aujourd'hui, quel est le bilan? En 30 ans d'existence, la Fondation a soutenu très concrètement plus de 1070 projets pour un montant total investi de plus de 5 millions d'euros. Mais la Fondation Reine Paola, quand elle arrive à soutenir l'un ou l'autre enseignant ou bénévole d'association, eh bien c'est la reine avec son cœur. Je crois que c'est important de dire. Oui, comme c'est difficile de ne pas se croire très important. Voilà, c'est ça. Alors je dois rester. Mais Paola, durant son règne, va être subitement confrontée à un drame qui va marquer durablement et profondément la Belgique. En 1996 éclate l'affaire du Trou. Le roi Albert et la reine Paola reçoivent pendant une semaine l'ensemble des parents des enfants disparus et organisent une grande table ronde au Palais Royal, au cours de laquelle les souverains condamnent publiquement les erreurs commises. La reine et moi sommes convaincus que cette tragédie doit maintenant être l'occasion d'un sursaut moral. La Marche Blanche débouche sur la création en 1998 de Child Focus pour les enfants disparus et sexuellement exploités, association dont la reine Paola assume la présidence d'honneur.
La reine tire du reste parti de ses contacts avec d'autres premières dames pour inciter à créer un centre similaire, Missing Children Europe, avec un même numéro d'appel pour tous les pays européens. Si chaque disparition est un drame, tant pour le jeune que pour son entourage, celle-ci se complique encore lorsqu'il s'agit d'enlèvements au-delà de nos frontières. Mon épouse a eu l'idée d'internationaliser un petit peu en disant la Belgique est petite. Ces gens qui prennent des enfants, ils sont vite sortis des frontières. Et donc il faut absolument avoir un système européen. Le numéro unique européen, créé en 2009 pour enfants disparus ou maltraités, a reçu depuis lors plus de 18 000 appels téléphoniques en 20 ans d'existence. Au fond, vous ne vouliez pas être reine des Belges, vous vouliez être reine des Belges. C'est une question que je me suis posée. C'est venu, c'est venu. Il n'a même pas eu le temps de réfléchir. Parce que c'est venu comme un coup de tonnerre. Non, c'était plutôt, maintenant, mettons-nous debout et agissons, je dis, et faisons quelque chose. C'est ça. Je voulais dire aussi que dans mon espace, comme je suis assez gourmande de choses et curieuse, mais il y avait aussi une passion que j'ai développée du jardin, du jardinage, de la nature, et aussi un art de la maison. Mais c'est pas un art, c'est une passion. La maison que je voulais être attirante, entre autres, et aussi une très bonne cuisine. Il faut dire que les enfants, chez Nouni, on mange bien. Qu'est-ce que j'aimerais bien que nos enfants puissent garder d'elle? C'est peut-être le drive. Le drive, ça veut dire, quand on fait quelque chose, on essaye de le faire jusqu'au bout. Avoir des passions, voilà. Avoir des passions, je crois que ça, c'est un point dans la vie qui vous renforce. L'exemple du drive, c'est par exemple l'aménagement de ce palais de Bruxelles, où elle voulait que les artistes puissent mettre une touche et donner une raison à l'histoire. Donc ce palais de Bruxelles est un lieu et un symbole historique très important, et elle voulait, je pense, que les artistes puissent s'associer à cette histoire. Moi, je ne suis pas raffiné, mais j'aime les choses raffinées, apprendre à aimer ce qui est élégant, ce qui est un patrimoine qu'on peut laisser aux autres. Ça, c'est à la Noël, nous sommes souvent ici. Maintenant, il y a beaucoup de choses, pas tout à fait justes, mais à la Noël, nous sommes devant ce feu. On sent que vous êtes attaché à vraiment créer une ambiance. Oui, moi j'aime dans la mesure où on peut faire des ambiances. Parce que l'ambiance, c'est toute la soirée. Si on n'a pas d'ambiance, mais qu'on a un magnifique meuble Louis XV, on est un peu figé comme ça. Vous aimeriez laisser ça à vos enfants après? Ça, j'aimerais beaucoup. Ça serait un rêve de savoir qu'ils vont habiter dans les 3 maisons. Mais voilà, on n'est pas mort encore. C'est des encadrements que j'ai faits avec rien. Et c'est léger comme tout. Et comme ça, j'ai un peu mes enfants aussi. Ceci, c'est mes 3 enfants. Et ceci, c'est déjà les enfants des enfants. Mais c'est pratiquement la même chose. Enfin, ils se ressemblent, je veux dire, les photos se ressemblent. Attendez.
Ça, c'est vraiment l'antre de la famille, de la vieille famille et de la nouvelle famille. En plus de sa passion pour la création et la décoration, la reine aime plus que tout côtoyer des créateurs et des artistes, surtout quand ils lui permettent de sortir un peu de son rôle protocolaire. Alors ça, c'est avec des comédiens. On sent que vous êtes à l'aise. Oui, on est plus à l'aise quand on côtoie des gens, des artistes ou des peintres. On est à l'aise, je ne sais pas pourquoi. Ah, alors ça, c'est Annie Cordy. Annie Cordy. Ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Hein. Vous avez eu un souvenir aussi avec elle, éventuellement? Et oui, à une manifestation qui avait été faite par Verhofstadt, je crois, devant le palais de justice. Et Annie Cordy était présente. C'est quelqu'un, par exemple, que j'aurais aimé visiter ou aller dans un bistrot, manger avec elle. Moi, c'est ce genre de choses que j'aime. Parce qu'ils ont une richesse en eux, tous ces gens. Hein. Pourtant, approcher un artiste lui est parfois tellement difficile que chaque visite, chaque rencontre s'apparente parfois à un véritable parcours du combattant, comme ici, lors d'une visite à l'atelier de Paul Delevoye en 1972. Bousculade qui bascule dans l'absurde quand on en vient à comparer la princesse Paola à un objet, précieux certes, mais un objet quand même. Ah oui, ça va finir par un accident, tout ça, écoute. Non, écoutez, attention au mot au tableau, à la princesse aussi, mais au tableau aussi. C'est vrai. Elle est là, derrière, au milieu. Et le roi devant avec la reine, la princesse héritière est derrière, au milieu, et la princesse Éléonore. S'il y a aussi une passion qui n'a jamais quitté la reine depuis son arrivée en Belgique, c'est bien l'art contemporain. Surtout si cela lui permet de transmettre ou tout simplement de partager cet engouement avec ceux qui lui sont proches. Oui. Bonjour madame, ravi de vous revoir et de vous accueillir. Non. Oui, et la princesse Éléonore. Bienvenue. J'ai commencé ma vie en Belgique et je connaissais pas grand-chose de la Belgique. J'étais jamais venue. Ça, je crois que les gens ne se rendent pas compte. L'art contemporain, ça m'a beaucoup intéressée, mais vraiment beaucoup. Ça m'a passionnée. Et surtout que quand le roi Baudouin s'est marié, toutes les choses que je devais faire, les activités, c'était naturellement proposé à la nouvelle reine. Donc moi, je devais me trouver un espace de liberté et un espace de créativité dans lequel je pouvais aller et m'instruire sans rendre des comptes, sans officialiser le tout. Il n'y a pas des choses qui restent ici, des œuvres. Si, on a une collection importante. Toutes les photos. Ah oui, les petites photos de Christian Boltanski. Oui, ça fait partie de la collection. C'est tout un grand mur avec des boîtes en métal rouillées. Et sur les boîtes, on a collé la photo d'un monsieur ou d'une dame et son nom, qui ont travaillé au Grand Ornu. Il y avait beaucoup à l'époque de Flamands qui venaient du Limbourg et qui venaient travailler dans les charbonnages ici parce qu'il y avait des femmes. Les mines du Limbourg n'étaient pas encore ouvertes. Et il y a une dame de mon personnel qui a retrouvé son papa dans cette série. Et alors, ce qu'il y a de très émouvant, c'est que le papa est mort, il est enterré ici, pas loin, mais il n'a pas voulu qu'il y ait de pierre. Et donc, la seule trace de son papa, c'est sur l'œuvre d'art que nous conservons ici. Moi, je vois aussi quelque chose de très poétique dans l'art contemporain. Pas seulement toujours quelque chose qui est brutal, mais aussi poétique. Il y a aussi une main qui vient frôler le... c'est très, très beau. C'est beau. La couleur est une très bonne ambiance. Non, la couleur, j'aime bien.
ça, on vous a vu avec vos petits-enfants. Est-ce que c'est important pour vous de leur transmettre Mais je crois que tout doucement, ils vont se rendre compte des valeurs qui ont une valeur et d'autres valeurs qui sont pas secondaires et aussi fugaces. Donc il faut qu'ils partent bien armés avec de bonnes valeurs dans leur cartable. Aux enfants, à tous les enfants, pas seulement nos petits-enfants, mais que je dis que nous sommes maintenant dans une époque, moi j'appelle dans une époque du Kleenex, c'est-à-dire on l'emploie et on le jette. Et ça je crois qu'il devrait plus faire attention au durable. Durant ce film, nous sommes passés de surprise en surprise, comme celle de pouvoir compter sur la participation exceptionnelle de Leur Majesté le roi Philippe et de son épouse, la reine Mathilde, en hommage et en l'honneur de la reine Paola. Ça, c'est une très jolie photo. Parce que je crois que tu as eu un tout petit peu peur de cet immense scaphandrier. Et tu as dit, mais celle-là est très bonne aussi. C'est le même scaphandrier que Tintin, que dans Tintin. Tu devais avoir une claustrophobie abominable. Oui, abominable. En fait, j'avais l'âge de... J'étais à peine plus jeune qu'Emmanuel. Mais là, c'est incroyable parce que tu lui ressembles. Enfin, c'est qu'il te ressemble plutôt, je trouve. Là, il te ressemble beaucoup. Là, il y a une photo que moi je trouve très jolie, c'est ça. Ah, ça c'est vraiment souriant. une photo. Ça, c'est il y a 20 kilos, ça. Comment il y a 20 kilos? Il y a 20 kilos. Il y a 20 kilos. Mais elle est géniale, cette photo. Hein. Bah, c'est des photos de ma jeunesse, des moments heureux. Il me ressemble. Tu ressembles, mais tant mieux. Vous me demandez des qualités de ma mère. Moi, je dirais... Je pense qu'elle est assez non-conformiste, très créative et avec des initiatives aussi. Beaucoup d'initiatives. Tiens, si on faisait ça, si on faisait ça. Et souvent assez non-conformiste. Moi, je suis fier et je suis vraiment heureux de voir mes parents unis. Heureux ensemble. Évidemment, on a été témoin en tant qu'enfant de choses difficiles et ça a été difficile pour toute la famille. Il y avait des atmosphères difficiles. On a tous beaucoup souffert, mais aujourd'hui vous êtes heureux et c'est quand même une victoire aussi. Il faut le vouloir, c'est courageux. Et ça n'arrive pas tout seul. Hein. Il ne faut pas se cristalliser sur tout ce qui a été négatif et il ne faut pas rester là-dedans. Il faut voir aussi, il faut pouvoir traverser les moments difficiles. Mais je dirais que la réconciliation et le pardon, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais de plus grand. Moi, je suis convaincu que vous êtes toujours aimé et que vous avez, même quand c'était difficile, et que voilà, maintenant, aujourd'hui, vous êtes... Je pense. Oui. Ce que je trouvais très beau, c'est que vous avez dit aussi à un moment donné dans le film que ça peut servir à d'autres. Hein. Il ne faut pas donner des exemples, parce que chacun... Oui. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ben, alors, oui, il y a quelques jours, on était en Bourgogne. Non-conformiste. Je l'avais dit. Oui. Après 20 ans de règne, j'estime donc que le moment est venu de passer le flambeau à la génération suivante. Le 21 juillet 2013, 20 ans après avoir prêté serment, le roi Albert, fatigué par l'usure de la fonction et suite à des opérations de santé importantes, décide de passer le flambeau à son fils Philippe, au cours d'une cérémonie d'abdication particulièrement émouvante. Quant à la reine Paola,
qui m'a constamment soutenu dans ma tâche durant ces 20 années. Je voudrais simplement lui dire merci et un gros kiss. Habitant en Belgique, on regarde moins le ciel et on est dans la... On regarde le sol, voir s'il pleut, si on peut sortir. Voilà. C'est curieux ça, hein? C'est joli comme vue. À un moment donné, vous avez décidé de vous retirer de la vie politique. Qu'est-ce qui vous a décidé? Je voyais que notre fils était prêt et puis mon époux était fatigué. Il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait et puis à un moment donné, je le voyais qu'il était fatigué. Je pensais que ça aurait été plus facile. On a un petit livre que une personne inconnue nous a envoyé. Eh bien, profitez maintenant de votre belle pension, vous êtes pensionné, profitez bien de la vie. Oui et non, enfin, on le fait, mais les enfants, voilà, il y a les enfants que c'est le fait de pouvoir, avec joie, ils viennent ici, ils sont contents. Ce que je trouve assez beau, c'est que j'ai l'impression que vous avez recréé votre vie finalement, mais une vie de choix. À un moment donné, beaucoup de choses vous ont été imposées et qu'aujourd'hui vous avez choisi. Mais exactement, et c'est la manière. Moi, je l'ai dit à quelqu'un, je dis, quand on accepte ce qu'on doit faire, quand on accepte, on devient libre. C'est quand même, maintenant, tous les deux, nous avons une grande paix. C'est ça, la chose. C'est ça que je trouve que l'effort vaut la peine. Voilà. Est-ce que vous êtes contente d'avoir été là au moment où vous avez rencontré le prince Albert, finalement, quand vous voyez tout ça? Oui. Ça, je peux le dire. Ah oui, franc, oui. Parce que je trouve qu'il est vraiment unique, assez unique. Ouais. Ça, c'est très court et très vite dit. À la fin de notre tournage, la reine nous a exprimé un souhait un peu particulier, celui de pouvoir nous lire une lettre en compagnie d'une partie de ses petits-enfants, et qui résume un peu le sens profond qu'elle a voulu donner à toute sa vie. Je suis de plus en plus fascinée par l'amour qui m'habite maintenant et celui que j'aspirais à 20 ans. Je me vois au début du mariage, ployée dans une aventure humaine entre la fuite d'un monde années 60, avec une grande soif de bonheur idéalisé, sans contraintes sociales, sans devoir, sans frontières, sans limites, quelque chose d'enivrant, de fou, d'irréel.
Alors qu'on avait les yeux braqués sur notre couple jeune, beau, moi je vivais dans l'imaginaire aveugle et sourde, aux critiques comme aux flatteries, sans m'apercevoir que justement je m'enfermais dans un autre monde. Il y avait toujours une soif d'absolu qui n'était pas apaisée, suivie d'angoisse, d'avoir tout raté, époux, enfants, famille. Pour qui? Pourquoi? Et maintenant, mon amour purifié est tout entier tourné vers ma petite famille. Ma grande famille, je dirais. Mais vous savez, il y a quelques années, quand nous avons retrouvé la foi, mon époux et moi, j'ai dit au Seigneur que je voulais faire des grandes choses pour lui. Mais rien ne venait à l'horizon, rien. Puis j'ai compris, d'abord et avant tout, vivifier la famille, tous, sans exception, et puis le reste. Je trouve si jolie la phrase de la petite Sainte Thérèse. Jusqu'à l'infini, j'ai besoin d'aimer. Pour moi, c'est un peu toute ma vie. Voilà. Premier bisou depuis la quarantaine. C'est vrai? Ah oui. Ah oui, on s'était dit qu'on allait faire des bisous. C'est vrai, après la quarantaine. Ah oui, c'est vrai. Voilà.